Ils sont passionnés par la blockchain et ont décidé d'y travailler. Chaque jour, je me dis qu'ils ont fait le bon choix. Behind the Chain vous dévoile les codes pour mieux pénétrer l'univers Web3 et faire vous aussi le bon choix. Je suis Romain Milon, Head of People chez Ternoa et recruteur de passionnés du Web3. Avant ce nouvel épisode, je tenais à vous préciser que nous ne donnons pas de conseils en investissement financier dans ce podcast. Je vous rappelle aussi que tout investissement dans les cryptoactifs et les NFT comporte des risques et peut entraîner des pertes en capital. Soyez prudents et faites toujours vos propres recherches. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Behind the Chain. Aujourd'hui, je reçois Simon, il est cofondateur du projet JPEG Vault. Comment tu vas, Simon ? Super, très content d'être ici. Alors sans attendre, je te propose de commencer. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu faisais avant d'arriver dans le Web3 ? Avec grand plaisir, Simon, cofondateur de JPEG Vault. Vous pouvez me retrouver comme SV2 sur les différents réseaux sociaux. En fait, j'ai eu ma période étudiant et je suis assez vite passé à entrepreneuriat et Web3. L'entrée des deux a coïncidé en 2017. Et d'abord rentré, bien entendu, par la porte investisseur. Et ensuite, tomber très amoureux de la décentralisation. Et c'est ce qui a fait que j'y suis encore aujourd'hui. Ton parcours d'entrepreneur avant d'arriver dans le Web3, est-ce que tu peux nous dire à minima quel secteur tu étais, dans lequel tu étais impliqué ? C'était autour de l'immobilier avec un élément un peu tech, un petit peu marketing digital. On a fait plusieurs tentatives. D'abord des modèles qui étaient assez innovants et ensuite on a pivoté vers une activité un petit peu plus classique. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer ton projet dans le Web3 ? Parce que entre être investisseur à titre perso et parfois un peu à ses heures perdues et créer un projet de toute pièce, il y a un monde d'écart. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a donné envie et comment tu t'y es pris concrètement ? En fait, c'était un petit peu écrit à mon avis qu'un jour j'allais lancer un projet Web3. Ça a juste été une question de timing. Quand je suis rentré, c'était 2017, c'était l'époque des ICO, c'était la folie. Et on était dans une période extrêmement spéculative du marché, avec des valorisations qui ont atteint des sommets qui étaient complètement décorrélés de la valeur, de la capacité de production de valeur réelle. Mais ensuite, j'ai creusé et la découverte de la blockchain et de ce qu'elle permettait ont vraiment été de gros déclencheurs pour moi parce il me semblait être une opportunité énorme de régler beaucoup de problèmes que notre société commence à avoir, et notamment le modèle de création de valeur dans lequel on est aujourd'hui, capitaliste et très centralisé autour de petits groupes de personnes et d'entreprises. Et ça a ouvert des portes énormes pour moi, où je me suis dit, OK, mais en fait, on va pouvoir, grâce à la blockchain, créer des organisations, créer des entreprises qui vont pouvoir être hyper efficientes comme le sont les plateformes, mais aussi respecter l'individu qui fait partie de la chaîne de valeur. Et du coup, à ce moment-là, la graine était semée et j'ai continué à creuser, continué à lire des white papers, continué à essayer de comprendre vraiment ce qu'il en ressortait. Je me suis aussi retrouvé prof. J'ai enseigné les sujets en école de commerce et fait des petits talks à droite à gauche en parallèle de mon activité qui était bien entendu ma priorité. Mais du coup, comme je dis, la graine était semée. Et ensuite, je suis revenu dans ce monde-là de manière plus active, juste après DeFi Summer, dans le monde de la DeFi, et ensuite directement sur les NFT. Et après, en fait, il y a tout qui s'est connecté, et il est apparu une évidence pour moi OK, l'immobilier, c'était sympa, c'était un hyper bon apprentissage, mais c'est pas forcément la bonne industrie pour moi. Et en fait, de manière assez naturelle, de manière assez intuitive, j'ai laissé de côté ma position, mon rôle dans cette activité-là. Et puis JPEG Vault était né et au bout de quelques semaines, j'y ai dédié tout mon temps et je suis passé full time. Est-ce que tu peux du coup maintenant nous décrire l'activité de JPEG Vault, finalement à quelles problématiques vous répondez et comment tu intègres cette envie de plus de décentralisation dans le monde de demain ? La problématique qu'on résout, la problématique initiale, c'est de permettre à n'importe qui de commencer à investir dans les NFT. Et
d'avoir une barrière à l'entrée financière qui soit minime. C'est-à-dire que pour acheter un bon NFT, il faut sortir au moins 500, 1000, 1500 euros, alors que pour commencer à investir dans JPEG Vault et commencer à en avoir les bénéfices, tu peux commencer à rentrer à 10 euros ou à 15 ou à 20 euros par mois. Et c'est un petit peu c'est un petit peu ce qu'on essaye de faire, c'est d'ouvrir un écosystème, d'ouvrir une communauté de gens qui s'y connaissent très bien en NFT, qui sont capables de faire des recherches, qui sont capables d'identifier des projets, à des projets NFT, à tout un chacun. La manière dont ça fonctionne, pour en comprendre, pour s'en faire une idée assez rapide, c'est on a un token. Ce token, il est comme une sorte de part pour dans un écosystème, dans une sorte de fonds d'investissement. Et en fait, quand tu détiens le token JPEG, tu détiens une partie des actifs sous-jacents. Et le rôle de la décentralisation, eh bien, on a vraiment une approche de la décentralisation qui se veut pragmatique, c'est-à-dire qu'on sait que de créer quelque chose qui, dès le début, est 100% décentralisé, c'est très compliqué, et étant donné qu'on n'a pas encore, je veux dire, à l'échelle de l'industrie, on n'a pas encore les bonnes pratiques, parce qu'il y a très peu de gens qui l'ont déjà fait, il y a très peu de gens qui l'ont déjà bien fait, donc c'est difficile. Nous, on a une partie de l'activité qui est encore relativement centralisée, c'est-à-dire qu'on a un petit groupe de personnes qui décident encore de la stratégie générale, mais ce petit groupe de personnes de l'équipe, il est aussi appuyé d'un groupe un petit peu plus large de gens qui sont de la communauté. Et on se repose beaucoup sur la communauté en elle-même, c'est-à-dire qu'on prend jamais une décision importante pour le futur du projet seul. On réfléchit, on établit plusieurs possibilités, quelles sont les options qui sont les plus vraisemblables, les plus cohérentes, on les présente à la communauté, on prend nos décisions ensemble. Et après, dans le quotidien, vraiment dans la pratique, eh ben, on a déjà des activités qui sont décentralisées, et notamment, eh bien, une grosse activité qu'on a, c'est l'investissement dans des NFT. Et on a tout un process d'investissement qui se veut le plus décentralisé possible, tout en restant le plus efficace possible, parce qu'on veut devenir, dans les années qui arrivent, un des véhicules d'investissement dans des projets Web3 les plus importants. Donc il faut qu'on fasse de bons investissements. Et aujourd'hui, du coup, n'importe qui est dans notre communauté, qui est un investisseur, peut suggérer un projet. On va ensuite regarder, il y a certains experts de la communauté qui vont regarder qu'il s'agit bien d'un projet qui est sérieux et qui est pas un scam, qui est pas un cash grab. Et ensuite, on va le proposer à la communauté. On va proposer à la communauté de voter. Ils vont pouvoir lire une sorte de mini-rapport qui explique pourquoi la personne qui l'a suggéré pense qu'il est intéressant. Et ensuite, on vote. Et suivant le résultat du vote, eh bien, on va pouvoir déterminer à peu près le poids que cet investissement peut représenter dans notre portefeuille. Et on a un autre pendant qui est décentralisé, mais qui est pas encore hyper développé, qui n'a été pris en main que par quelques personnes dans la communauté. C'est tout le côté growth, croissance du projet, où en fait, vu que notre token fonctionne avec une taxe de transaction, c'est ce qui nous sert à faire avancer, à développer le projet. Et ce qu'on a mis en place, c'est que c'est une infrastructure technique qui permet en fait à n'importe qui de devenir sales, de devenir marketeur, enfin un rôle de marketing pour le projet, puisque toute personne qui serait à l'origine de volume de trading, donc qui ferait rentrer de l'argent dans les points communs, pourrait se rémunérer ainsi. Merci pour ces explications, c'est très clair. Tu pourrais nous donner quelques chiffres clés du projet sur le nombre de holders, le nombre de personnes dans la communauté Ouais, avec plaisir. Alors déjà, pour commencer avec les chiffres, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a commencé vraiment de zéro. Là où beaucoup de projets commencent avec un petit peu de seed money, avec un petit peu de love money ou directement des VC et des backers importants. Nous, on a commencé avec $0. On a mis quelques sous de notre poche, mais c'était pas vraiment l'objectif. On voulait vraiment que ça soit mis entre les mains de la communauté
dès le début. C'est pour ça qu'on a commencé directement avec une ICO. On a levé 100K. Ces 100K, il y a la majorité qui allait dans la liquidité des marchés décentralisés parce que c'est nécessaire, et une partie qui allait dans le marketing, une partie qui allait dans les premiers investissements. On a fait une deuxième ICO quelques mois plus tard où on a levé à peu près la même somme. Aujourd'hui, on a un volume de trading qui est très faible, il a été on va dire entre 8 et 15 cas pendant quelques mois. Donc ça fait par jour pendant quelques mois. Donc ça a fait rentrer des fonds, ça nous a permis de faire des investissements. Aujourd'hui, avec le bear market, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on n'est pas à un stade où notre token il peut être vraiment tradé et qui fait vraiment tourner notre modèle économique. Mais aujourd'hui, on a c'est dur d'avoir un chiffre exact sur le nombre de holders parce qu'on a un contrat de staking et on est aussi présent sur des centralized exchanges. Donc on peut pas vraiment traquer le nombre de holders qu'on a sur ces échanges. Mais on l'estime entre 600 et 750 holders aujourd'hui. Tu pourrais nous raconter un peu ton quotidien, voilà, c'est quoi le quotidien d'un cofondateur d'une DAO? C'est quoi, voilà, tes tâches ou qu'est-ce que tu fais chaque jour et surtout qu'est-ce qui te fait le plus kiffer? Ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai un profil plutôt stratégie. Là où je suis le meilleur, c'est quand j'ai la place de prendre du recul et d'observer et d'identifier un petit peu les faiblesses et de passer à l'idéation de solutions à ces problématiques, à ces faiblesses. Sauf que les circonstances ont fait que et je m'étais jamais vu comme un opérateur, ou du moins je m'étais vu comme un opérateur assez faible, c'est-à-dire que c'était pas du tout ma force, et il m'avait semblé important du coup de m'entourer d'opérateurs qui allaient faire le taf et qui allaient être complémentaires. Sauf que les circonstances ont fait que notre équipe de 12 personnes il y a quelques semaines, on a dû un petit peu réduire l'effectif parce que la tournure du marché, la tournure et le résultat sur le projet ont fait que on a dû réduire ou voire couper les salaires de certaines personnes et de réduire l'équipe. Et, et du coup, mon processus personnel depuis ces dernières semaines, ça a été, ok mec, tu préfères la stratégie, t'es plus à l'aise, c'est ta zone de confort. Mais là, si toi tu fais pas, vu qu'on est plus que, en gros, on est trois full-time et 4, 5 en part-time, si moi je fais pas ma part, et la part elle va pas être faite. Et du coup, je me suis sorti les doigts pardonnez-moi l'expression, et je me suis dit vas-y, passe en mode opérateur, fais ce qu'il y a à faire, fais ce qui est important. Et c'est ce que j'ai commencé à faire, et c'est surprenant, mais je me retrouve à prendre beaucoup de plaisir. Et là, mes rôles, c'est de faire tourner la gouvernance de la DAO. Donc, on a un backlog de suggestions qui est assez important. Il faut les transformer en des mini-rapports et les présenter à la communauté. C'est ce que je me suis mis à faire. Il fallait qu'on improve, qu'on améliore un petit peu aussi ce processus-là. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, on veut un processus qui soit décentralisé, mais qui soit quand même efficace. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelques garde-fous, il faut qu'il y ait la bonne information au bon endroit pour s'assurer que la DAO, collectivement, elle prend les bonnes décisions d'investissement. Et du coup, c'est un petit peu ma tâche en ce moment de m'assurer, ok, voilà le process, voilà le flux d'informations, et voilà où sont les prises de décision, et de faire progresser ça. Il y a un gros sujet aussi marketing, c'est-à-dire qu'on a mis longtemps à trouver on avait une idée de notre persona, mais on n'avait pas encore passé un cap où on lui parlait de manière vraiment rigoureuse et efficace parce qu'on n'a pas vraiment de marketeur entre nous. Et du coup, j'ai pris sur moi de faire une stratégie de communication et de commencer à l'implémenter, commencer à vraiment avoir une communication qui soit rigoureuse sur Twitter. Euh, on organise des spaces toutes les semaines et l'objectif c'est d'inviter d'autres builders dans le monde des NFT, dans le monde des cryptos. On appelle ça Build Market Talks pour profiter de ce bear market pour explorer, comprendre, visualiser la suite. Et après, il y a un rôle, bien entendu, d'être présent dans la communauté, d'être à l'écoute. Mais si je dois scinder ça en deux choses, c'est vraiment on est concentré croissance et concentré croissance de la communauté. Toi qui as lancé du coup ce projet from scratch,
Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui a envie de lancer aussi un projet? Ce serait quoi peut-être les deux, trois forces que toi tu as mis dans le projet et qui ont été un facteur de réussite, et à l'inverse peut-être les deux ou trois erreurs que bah, voilà, tu pourrais nous donner et qui éviteraient à certains de les reproduire? J'accompagne quelques projets moi-même en tant que consultant et je crois que le truc le plus important là où j'essaie de mettre l'accent au maximum et surtout pour des gens qui viendraient de secteurs un petit peu plus classiques et qui n'ont pas encore cette expérience et qui étaient pas, par exemple, qui n'ont pas le luxe d'avoir été des investisseurs pendant si longtemps et de voir ce qui marche pas, c'est la communauté, le rôle des investisseurs et des utilisateurs et le modèle Web3, c'est vraiment une ownership, une propriété par la communauté. Et c'est le conseil que je donnerais vraiment à n'importe qui se lance, c'est ta communauté, c'est pas juste des gens qui vont payer et qui vont investir. Tirer de la valeur, c'est vraiment des gens qui peuvent apporter de la valeur et qu'il faut rétribuer, justement. Il y a vraiment ce truc de, moi, je pense qu'au début, la chose que j'ai vraiment bien fait avec JPEG Vol, c'est à partir du jour où il y a eu une deuxième personne, une troisième, une cinquième, une dixième personne qui sont rentrées dans le projet, qui soient dans l'équipe ou qui soient dans la communauté, eh bien, ma propriété du projet, elle diminuait. Et je la partageais vraiment avec d'autres personnes. Et du coup, j'ai fait un énorme, tu sais, quand t'es fondateur, cofondateur, il y a quand même un certain ego qui est un peu nécessaire parce que t'as besoin d'avoir confiance en toi, t'as besoin de croire en ta vision et tout. Sauf que quand t'as ce truc de je crois en ma vision, je suis ancré dans mes positions, ça, c'est nécessaire, mais ça peut avoir aussi des limites si tu le laisses pousser à l'extrême. Et du coup, il faut vraiment apprendre à laisser le rôle de parole, le rôle de décision et de feedback à toutes les personnes qui t'entourent. Et si on vient un petit peu maintenant sur peut-être les une ou deux erreurs, je sais que c'est jamais facile de parler peut-être des difficultés, mais est-ce qu'il y en a au moins une grosse peut-être que tu voudrais nous partager? Il y en a des dizaines. Sincèrement, honnêtement, il y en a des dizaines. Je pourrais même pas penser à toutes. La première qui me vient en tête, c'est euh, quand tu es fondateur d'un projet crypto ou NFT, t'es une proie. Il y a tout un tas de gens qui te voient comme une potentielle vache à lait et qui vont venir te proposer tout un tas de services qui vont être plus beaux les uns que les autres. Ils vont te promettre mondes et merveilles. Ils vont te promettre ce truc qui va déclencher la croissance de ton projet et ils vont te faire miroiter des choses qui en fait, ben, pour la majorité n'existent pas. Ben, nous, une règle qu'on a assez rapidement mis en place, c'est quand les personnes te démarchent qui ne sont pas où il n'y a pas un lien de confiance, c'est-à-dire qui ne t'ont pas été recommandés par quelqu'un en qui tu as confiance, on disregard complètement, on met de côté. Parfois, il nous est arrivé de faire confiance quand on avait vraiment un bon feeling. Des fois, ça a marché, souvent, ça n'a pas marché. Un autre truc, c'est l'influence. On a tous l'impression que, enfin, en tout cas, beaucoup des fondateurs avec lesquels j'ai discuté, on a tous l'impression que le marketing d'influence, c'est le seul truc qui marche ou c'est un truc qui marche de manière sûre et certaine. Non, vraiment, on s'accorde tous à dire qu'en fait, c'est pas un truc, c'est pas une stratégie go-to-market en tout cas. C'est pas un truc que tu peux faire en te disant ça va être mon principal axe de croissance. Il faut déjà que tu aies un business model qui soit clair, il faut que tu aies une proposition de valeur qui soit claire et il faut que ça soit fait dans le cadre d'une véritable stratégie plus globale. Tu vois, il faut que tu aies une stratégie d'acquisition qui marche déjà de manière organique parce que du coup tu vas pouvoir la booster par de l'influence ou par du paid. Il faut que tu aies une stratégie de rétention qui soit bonne aussi. Parce que le Discord ou le Telegram, c'est vraiment un, un, un point clé de tout projet. Donc si tu as une grosse stratégie d'acquisition, mais que tu as zéro rétention et que dans ton Discord c'est le bordel, que tu que des gens qui te disent when Moon, when Binance, pourquoi le floor price il descend, tu vas pas inspirer la confiance de futurs nouveaux investisseurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce il y en a vraiment des tonnes. Il y en a vraiment des tonnes. Euh, je pense on est sur un marché
qui est extrêmement volatile et déjà sur des activités qui le sont moins, de se reposer sur des vanity metrics sur les mauvaises métriques en tout cas pour suivre la progression de ton projet, c'est dangereux. Ça l'est d'autant plus dans un projet crypto. Parce que si tu te réfères au nombre de followers que tu as sur ton Twitter, si tu te réfères au nombre de membres dans ton Discord ou dans ton groupe Telegram, si tu te réfères même au nombre de holders que tu as ou au prix de ton token, tout ça, ça peut changer très très vite. C'est pas des metrics qui sont des véritables indicateurs de la santé de ton projet. Et du coup, il faut trouver les métriques qui sont les plus importantes pour toi et te référer à elles. Je trouve que ce qui démontre la croissance organique et ce qui démontre l'activité organique de ton projet, c'est beaucoup plus important. Je pense que ça sert à rien pour moi de donner du détail parce que c'est très propre à chaque projet. Mais ouais, fais attention à ce que tu regardes ah oui, et le dernier conseil que je pense que je pourrais donner, que tout le monde, que tout le monde comprendra, c'est fais pas attention au floor price de ton NFT, fais pas attention au prix de ton token. Parce que, un, c'est source de beaucoup d'anxiété. Deux, tu vas pas dormir. Le premier truc que tu vas faire le matin quand tu te réveilles, c'est d'aller checker ton token. Si ça va bien, bah, tu vas être content. Si ça va mal, et ne serait-ce que 10% une baisse de 10%, ça peut faire un coup au moral. Et du coup, tu auras assez de sources d'anxiété, de frustration et de peur et assez de feu à éteindre et à contrôler. T'ajoutes pas ça. C'est vraiment top tous ces conseils. Merci beaucoup. Je voudrais revenir quelques minutes sur justement l'importance de la rétention dans les communautés. Est-ce que tu pourrais nous dire, peut-être, je sais pas, sur quoi vous êtes particulièrement attentif et les actions que vous mettez en place pour garder les gens actifs dans votre communauté et hypés par le projet? Alors bah, c'est super intéressant parce que la dernière phrase, c'est exactement ça qu'on n'essaye pas de faire. On, 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 on n'essaye pas. Ça pourrait être assez facile et on a essayé de le faire et c'est une erreur qu'on a faite d'essayer tu vois, de continuer de monter la sauce, de continuer de maintenir une hype et de maintenir un engagement et de maintenir une activité. Et en fait, tu te fatigues et le résultat, il est pas structurel. Nous, on essaye que toutes nos actions elle compound, qui a un effet composé, qui s'active tous les jours. Donc que chaque action, que chaque chose qu'on fait, eh ben, elle soit vraiment vertueuse pour l'avenir. Et du coup, là justement, on essaye tu vois, on a mis en pause toute activité de rétention pendant les vacances parce que ça sert à rien de faire de la rétention quand les gens ils sont fatigués, quand les gens ils ont pas vraiment envie d'être là. Et du coup, là, on est en train de remettre ça en place et on réfléchit à des choses qui vont apporter de la valeur à notre communauté. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de devenir une référence en termes de NFT. Toutes les activités qu'on va mettre en place, ou la majorité des activités qu'on va mettre en place, elles vont être axées autour de ça, et elles vont être axées autour de donner de la valeur aux gens qui vont venir. Si t'es si tu t'intéresses aux NFT mais que t'es pas complètement sûr de toi, bah viens dans notre Discord et tu pourras parler de projets qui t'intéressent à des gens qui s'y connaissent peut-être un peu plus ou juste à des gens qui auront un regard qui est différent. On va organiser des trucs un petit peu plus fun aussi. Il s'avère que les gens dans notre communauté, ils aiment bien jouer au poker. Donc, par exemple, on organise des petits pokers de temps en temps et on va continuer de faire ça. Et une autre des pistes qu'on a, c'est d'axer un petit peu la chose sur la gouvernance et sur justement ce que je disais tout à l'heure, donner leur voix aux membres de la communauté et potentiellement organiser des sortes de town halls, une fois par semaine, on se retrouve, on discute de ce qui se passe, on discute de potentiellement des faiblesses du projet, vu par la communauté, on écoute le feedback pour voir est-ce qu'on pourrait faire mieux ça ou est-ce qu'on pourrait faire mieux ça. Et à chaque fois qu'on a fait ça, on a eu des retours qui étaient hyper intéressants et qui étaient super actionable et que instantanément, quasiment, on pouvait mettre en œuvre. Donc voilà, c'est vraiment organique, c'est le maître mot. C'est ce qu'on essaye de faire. Je pense que de temps en temps, on va utiliser des annonces qu'on va avoir pour voilà avoir un impact qui va être un petit peu plus fort et
faire travailler un petit peu la hype parce que c'est toujours intéressant et c'est fun de voir l'impact qu'une annonce peut avoir ou l'impact qu'une série d'activités peut avoir. Et d'ailleurs, il y a une nouvelle personne de la communauté qui s'est proposé d'être CMO, ce qui nous fait plaisir parce qu'on vu qu'on n'a pas de profil CMO dans l'équipe et surtout il est tellement il est tellement fan du projet qu'il veut faire ça gratuitement. Donc c'est d'autant plus cool. Et du coup, il y a des choses que je dis aujourd'hui par rapport à notre stratégie marketing qui risquent de changer dans les jours et dans les semaines à venir. Merci beaucoup pour ta franchise et voilà, d'assumer aussi des actions et peut-être des philosophies en termes de marketing, d'actions communautaires qui sont pas forcément celles voilà, qui sont, on va dire, réalisées en majorité quand on écoute et quand on regarde un peu la communication des différents projets. Donc c'est intéressant voilà, d'avoir ce point de vue qui est parfois opposé de ce qu'on peut voir sur le marché. Euh, Est-ce que tu pourrais me dire quel est ton autre projet coup de cœur du moment? Bien entendu, JPEG Vo, c'est ton projet, mais ce serait quoi un autre projet dont tu aimerais nous partager, pourquoi tu le suis particulièrement et pourquoi tu aimes ce projet-là? Le premier qui me vient en tête, ou les deux premiers qui me viennent en tête, il y a Next Decade App, où on a eu le plaisir de rencontrer, d'échanger, de collaborer avec l'équipe. Et ils sont vraiment super intelligents. Je pense que les NFT, surtout sur le côté profile picture, vont jouer un rôle assez important parce qu'ils sont un identifiant, ils jouent un rôle de rassembler. Et du coup, toutes les plateformes qu'on utilise aujourd'hui, plateformes sociales, d'interaction sociale, sont nées avant l'arrivée des NFT et donc forcément ne sont pas optimisées pour. Alors que Next Decade réfléchissent vraiment à l'interaction sociale avec le NFT au cœur et avec des principes de décentralisation et notamment autour de l'algorithme que je trouve vraiment fascinant. Et donc voilà, nous on suit, on va probablement commencer à se servir de Next Decade App comme une application au moins secondaire mais bien présente dans comment on communique. Il y a un autre projet NFT, The Aristocrats, Aristocrate par Clément Mougel. Je trouve un projet qui a vraiment très bien réussi l'introduction d'un artiste classique qui a déjà une cote dans le vrai monde, dans le monde Web3. Clément est top et la team est Web3 native. C'est des gens qui sont dedans depuis longtemps et je trouve qu'ils ont très bien fait ça. Nous, on a investi et on est toujours très présent. Il y a pas mal des aristocrates qui sont là. Et je pense que je mentionnerai un dernier projet, c'est les The Crypto Masks, un autre projet initié par un Français, Cryptomath, qui est lui un influenceur moi je suis et respecte depuis, je saurais même pas dire combien de temps. Et en fait, on est rentré en contact et ça fait des mois et des mois qu'on collabore. Et dans ce projet, dans The Crypto Masks, enfin, c'est assez sidérant la qualité de la communauté, les gens et l'intelligence des gens qui sont à l'intérieur. Où il y a des gens qui sont très compétents et il y a des gens qui sont un petit peu moins compétents dans la communauté, mais il semble y avoir un fil rouge qui est, ils ont tous envie de progresser, ils ont tous envie de faire les choses, ils ont tous de super valeurs. Il y a personne qui est là pour un enrichissement le plus important possible, le plus rapidement possible. Tout le monde comprend les enjeux tech, s'investissent dans les projets dans lesquels ils rentrent, vont vraiment loin pour dig les projets et les comprendre et en faire ressortir la valeur. Merci pour le partage de ces trois projets. J'ai hâte d'aller jeter un œil après l'enregistrement. On arrive déjà à la dernière question. Est-ce que tu peux me dire voilà, où tu seras dans une dizaine d'années ou sinon voilà, comment tu vois peut-être le monde idéal décentralisé dans 10 ans? Ouais, carrément. Pour moi, personnellement, déjà, et j'y rigole parce que c'est vraiment là où je mets tout mon cœur et toute mon énergie et où je pense qu'on peut et on va créer
faire de JPEG Vault un exemple de décentralisation, un exemple de ce que peuvent être les DAO réellement décentralisés, je pense que j'aurai toujours un pied dedans parce que parce que parce que j'adore ce projet. Mais j'aimerais beaucoup le voir s'émanciper de moi et s'émanciper de l'équipe et commencer à vivre par lui-même parce que les bonnes pratiques seront mises en place, parce que les bons smart contracts auront été développés qui permettront vraiment à la communauté de le prendre en main et de le faire évoluer. Moi personnellement, j'aimerais beaucoup. Je fais, comme je l'ai dit, de plus en plus de consulting. J'essaie d'accompagner des projets qui partagent mes valeurs et qui sont pas des opportunistes qui veulent juste vraiment capturer de la valeur. Même si j'ai rien contre les gens qui veulent capturer de la valeur parce que on a tous envie de gagner de l'argent et d'avoir cette liberté financière, ce que je respecte. C'est juste que moi, dans les projets dans lesquels je m'investis, j'aimerais que ce soit des projets qui, voilà, ont des valeurs et qui veulent avoir un impact qui soit positif. Et donc j'aimerais beaucoup faire ça. Euh, et voilà, accompagner, investir des projets. Je pense que d'ici là, j'aurais aussi participé au développement de nouveaux projets aussi de manière plus active. Mais ouais, je pense que mon futur en tant qu'investisseur, en tant que advisor ou autre, et même comme investisseur à plus haute échelle, sera toujours dans le monde de la Web3 parce que je vois ça comme une évolution évidente du système capitaliste dans lequel on se trouve, et je vois pas de raison pour laquelle, à moins que il y ait une récession telle que toute l'économie disparaisse ou que l'électricité disparaisse, je pense que le Web3 sera très très installé. Écoute, il me reste à te remercier pour cet épisode. Je suis vraiment très content d'avoir pu échanger avec toi. Et quand je dis ça, c'est d'avoir pu échanger avec quelqu'un qui est vraiment convaincu par la décentralisation, mais surtout qui œuvre et qui fait en sorte d'aller dans ce sens-là, parce que c'est vrai que des fois, il y a des gens qui prônent ça, mais quand on regarde vraiment leurs actions au quotidien, on sent parfois qu'il y a des projets qui sont plus incarnés par des personnes que par des communautés, et j'ai pas l'impression que ce soit le cas en tout cas pour toi et pour ton projet, donc je trouve ça vraiment chouette. Écoute, j'espère que toi aussi tu as pris plaisir à enregistrer cet épisode, et moi en tout cas je te souhaite beaucoup de succès voilà, pour la suite de JPEG Volt, et je te dis à très bientôt, et je te laisse le mot de la fin. Merci, plaisir partagé. Ça me fait plaisir de commencer ma journée comme ça avec toi et d'avoir l'occasion de parler de choses qui me tiennent vraiment à cœur aussi ouvertement. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour m'aider à propulser ce podcast, je vous invite à me laisser la meilleure note possible ainsi qu'un commentaire sympa. À très vite pour découvrir un nouveau talent du Web3.